Salut! Alors, il m'est arrivé un truc un peu spécial pour ceux et celles qui ne sont pas au courant. Je vais vous raconter ça en allant m'asseoir derrière sur l'arbre que j'ai prévu pour cette scène. En fait, il se trouve que j'ai eu un énorme dégât des eaux chez moi, une grosse inondation où en gros j'ai eu 20 tonnes d'eau qui s'est mis un peu partout dans les décors, dans mon salon, dans mon bureau. Et c'est pour ça qu'on tourne en pleine forêt aujourd'hui, parce qu'en fait, je n'ai plus de décor, la réserve n'existe plus, mon bureau doit être entièrement refait, le salon doit être refait aussi, donc je ne peux même pas tricher et tourner dedans comme j'ai déjà fait 2 ou 3 fois ces derniers temps. Donc plus de PC pour faire de montage non plus, donc on va faire cette vidéo d'un seul coup, un petit peu en mode vlog comme ça, je ne sais toujours pas ce que ça veut dire, mais on va faire comme ça d'une traite, et discuter un petit peu de ce film que j'ai vu, le dernier film de Ridley Scott qui s'appelle Le Dernier Duel. Voilà. Du coup, on est en forêt, pas loin de chez moi, c'est sympa, on aime bien. Le Dernier Duel est donc le dernier film sorti de Ridley Scott. Il n'est pas encore sorti d'ailleurs, puisqu'il sort le 13 octobre. J'ai eu la chance de le voir moi en avant-première parce que c'est Captain Popcorn qui m'a invité à cette avant-première. Captain Popcorn, c'est une chaîne qui fait beaucoup de culture populaire, ce qu'on appelle la culture pop de manière générale, ou des cultures de l'imaginaire, donc ça parle beaucoup comics, ça parle beaucoup séries, films, etc. Et c'est très sympa, moi c'est ma chaîne de référence vraiment quand je veux avoir un avis sur une série ou un film ou des adaptations de comics qui vont sortir, parce que ça il est très sympa, donc je vous mets sa chaîne dans la description. Si vous ne connaissez pas, allez jeter un œil, moi j'aime vraiment beaucoup. Voilà. Donc, merci encore à lui de m'avoir invité à cette avant-première, ce qui me permet aujourd'hui de vous parler de ce film qui était quand même très très attendu. Alors ce film, donc Le Dernier Duel, The Last Duel en anglais, se passe en France et au XIVe siècle et raconte l'histoire. Alors attention, je vais spoiler un peu, mais je rappelle que je spoil une histoire qui est très documentée et qui a eu lieu il y a 600 ans, et le film suit assez bien l'histoire, là-dessus il faut le dire. Donc c'est l'histoire du duel entre Carouge et Le Gris, qui est considéré comme un des derniers grands duels judiciaires en France. Pour vous résumer l'histoire en quelques mots, Carouge, qui est marié à Marguerite de Thibouville, en fait ça commence comme un Disney. C'est-à-dire que Carouge et Le Gris sont deux bons amis, et puis au bout d'un moment, ils vont devenir moins amis, jusqu'à ce qu'un jour, Le Gris soit accusé d'avoir violé la femme de Carouge, donc Marguerite de Thibouville, et pour départager les deux hommes, pour savoir qui a raison, on en appelle au duel judiciaire, qui était déjà assez rare à l'époque, je vais vous raconter ça. Pourquoi est-ce qu'on en appelle au duel judiciaire? C'est parce qu'en fait, Pierre d'Alençon, qui était donc le seigneur des deux hommes, était très proche de Le Gris, il s'entendait très bien, et donc on considérait qu'il ne pouvait pas vraiment être impartial. Il reste un peu sourd aux demandes de Carouge de régler la question, et donc Carouge va en appeler au roi de France, pour lequel il s'est battu, et demander duel judiciaire. Alors un duel judiciaire, qu'est-ce que c'est? C'est une pratique judiciaire héritée du droit germanique, donc beaucoup plus ancien, qui consiste en gros à, quand deux personnes ont un différend, ils vont se battre à mort, et celui qui survit est désigné vainqueur. C'est assez simple comme concept finalement, sachant que effectivement dans le duel judiciaire médiéval classique, on considère que c'est le jugement de Dieu, dans le sens où Dieu donne la victoire, arme le bras et donne la victoire de celui qui tue l'autre, tout simplement. Donc là en l'occurrence, attention, je vais respoiler le film, mais c'est ce qui s'est passé historiquement, Carouge va réussir à tuer Le Gris après un combat qui va durer très longtemps, et qui va être apparemment très acharné, puisque les deux hommes sont des hommes de guerre qui connaissent très très bien l'art du combat, et qui donc du coup vont faire durer ce combat, alors que normalement les combats médiévaux sont assez rapides, on en a déjà parlé. Voilà, donc l'histoire raconte ça. Le film de Ridley Scott a une narration un peu spéciale, on va pas se mentir. Il est découpé en 5 phases. En gros, vous avez une petite introduction qui montre un peu les liens entre les deux hommes au début des événements du film, et vous avez la grosse fin où on a effectivement le dernier duel, le combat, etc. Et entre les deux, en fait, les événements sont racontés du point de vue de 3 protagonistes, à savoir de Carouge, de Le Gris et de Marguerite de Thibouville. Donc en fait, on va voir les mêmes événements, mais racontés 3 fois de suite d'un regard différent. Alors, l'idée n'est pas mauvaise, et j'y reviendrai, vous allez voir que je vais répéter ça souvent. L'idée n'est pas mauvaise, mais sur le papier, l'idée n'est pas mauvaise, mais dans les faits, c'est vraiment foireux, parce qu'on se retrouve à avoir 3 fois les mêmes scènes, et au bout d'un moment, ça crée des longueurs qui sont infinies.
C'est intéressant parce que ça permet aux acteurs et actrices, qui sont absolument excellents, on va pas se mentir, les acteurs qui jouent les personnages sont vraiment, vraiment fantastiques, ça leur permet justement de jouer beaucoup d'émotions différentes dans la même scène, selon le point de vue et comment telle ou telle personne l'a vu ou perçu. Mais dans les faits, c'est un peu ennuyeux, quoi. Alors, mais ça manque pas d'intérêt. Le problème en fait que je viens d'évoquer là, c'était une bonne idée, mais dans les faits, c'est pas top. C'est un peu tout ce que je peux. Ce serait ma manière de résumer le film. C'est vraiment ma manière de résumer le film. Alors, on va pas faire un épisode de la réserve parce que j'aimerais pouvoir vous montrer des images et non seulement j'ai pas d'ordinateur, mais en plus de ça, je peux pas faire de montage. J'ai pas d'ordinateur, j'ai pas de décor. Les images du film sont pas sorties. Bref, je peux rien vous montrer, donc on fera ça beaucoup plus tard. Mais parce que c'est intéressant. Et c'est intéressant parce que en termes d'images, en termes de costumes, de décors, d'accessoires, tout est parti d'une bonne idée qui a mal tourné. Le meilleur exemple que je trouve, c'est les costumes sont assez propres, ça c'est bien. Ils sont plutôt colorés, il y a un vrai travail qui est fait, une vraie recherche sur le fait d'avoir des tissus très variés, très colorés, avec des broderies, avec du brocart de soie, avec des matières différentes. C'est vraiment intéressant. Le problème, c'est qu'on a par-dessus l'espèce de cliché classique des films médiévaux qui consiste à tout désaturer et à avoir le fameux filtre bleu de Ridley Scott, c'est-à-dire que toute l'image est toujours très très bleue. Donc non seulement c'est désaturé, mais en plus c'est très bleu, autant vous dire qu'en fait, ces couleurs de costume, on ne les voit pas, on ne s'en rend absolument pas compte. Il y a un moment où il y a un mariage qui est... Non, c'est pas un mariage, je crois que c'est une fête pour un enfant. Bref, il y a une fête à un moment où c'est un peu plus clair, on voit mieux et c'est assez agréable, mais en réalité, on ne voit jamais le travail sur ces costumes qui pourtant, enfin sur ces tissus, qui pourtant a été bien fait pour le coup. Donc, un peu dommage. Et tout le film est comme ça. Tout ce qui est armes et armures, ça part toujours d'un truc qu'ils ont vu qui est effectivement un vrai truc médiéval, mais la manière qu'ils ont eu de l'interpréter était complètement foireuse. Il y a eu cette grande discussion sur Twitter quand les premières images du film ont leak parce que on voyait Adam Driver, qui joue donc Jacques Legris, dans une armure qui était très clairement inspirée d'une armure d'un gisant anglais de la même période, donc plutôt bon, mais qui avait été interprétée complètement en dépit du bon sens par quelqu'un qui n'y connaissait rien, et donc c'était dégueulasse, et ça faisait armure de carnaval. Et donc c'était très drôle, et malheureusement, tout le film est comme ça. De la même façon, les thématiques abordées sont bonnes, mais elles vont beaucoup trop loin, en exagérant vraiment beaucoup les choses. Typiquement, on y voit assez clairement une thématique qui me tient à cœur, thématique de la place de la femme dans l'histoire, et on y voit Marguerite de Thibouville, en l'absence de son mari, mais également quand il est là, prendre vraiment le contrôle de son domaine, gérer ses gens, gérer l'évolution, gérer l'administration, gérer son domaine en fait, gérer le domaine qu'elle a avec son mari, et le faire plutôt bien, parce qu'il y a des très très bons retours. On la voit également durant tout cet épisode du duel judiciaire être très assumé et très fort sa position. Et du coup, c'est vrai que c'est assez intéressant parce que ça montre aussi qu'on n'avait pas des femmes médiévales extrêmement passives, comme parfois on peut nous le faire croire. Le problème, c'est l'excès qui a été mis là-dessus. Quand vous avez des acteurs qui disent « c'est un film féministe », genre vous allez quand même un peu loin, et que la présentation du film en lui-même, quand je l'ai vu sur les Champs-Élysées en avant-première, commence par Marguerite de Thibouville est probablement la première féministe française, si ce n'est la première féministe du monde. Moi j'étais là genre, alors, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur, pas de problème là-dessus, mais là, vous êtes complètement à côté de la plaque. Parce que c'est pas vrai. Voilà, déjà c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai pourquoi? Parce qu'en fait, on va aller très rapidement sur ce sujet-là, parce que ça pourrait faire une vidéo entière. La place des femmes dans les sociétés anciennes, que ce soit médiévales, antiques, etc., est beaucoup plus importante que ce qu'on nous a fait croire de manière générale. Voilà, les femmes avaient du pouvoir, plus ou moins sous domination d'hommes, plus ou moins selon les périodes, selon les lieux, voilà, il y a plein de choses à raconter là-dessus. Mais le fait d'avoir des femmes comme Marguerite de Thibouville qui ont décidé de prendre la direction de leur domaine, de leur maisonnée, qui ont géré des gens, qui ont été des femmes fortes, il y en a eu plein depuis l'Antiquité, il y a des noms, il y en a dans tous les sens, vraiment, c'était assez classique. Et le fait de dire Marguerite de Thibouville est la première à faire ce genre de choses, c'est balayer d'un revers de bras plusieurs milliers d'années de l'histoire des femmes, et ça, moi, ça m'a posé problème à titre personnel. Donc ça part d'une bonne intention, à savoir montrer que la femme médiévale a quand même
un statut, en fait, un statut comment dire, peut avoir du pouvoir, peut prendre responsabilité, etc., etc. Mais en allant beaucoup trop loin dans le discours, ça décrédibilise complètement tout. Et c'est comme ça tout le long du film en fait. Tout est comme ça, tout part d'une bonne idée, mais qui est complètement mal exploitée. Et c'est vrai que je vous avoue que c'était pas super évident à faire pour moi. Alors il y a un truc que je trouve intéressant en revanche, qu'on voit très peu dans les films médiévaux, c'est cette thématique de rapport entre propriétaires, entre seigneurs, entre guillemets. Dans le sens où sur les films de Cap et d'épée plus tardifs, donc avec les mousquetaires et tout, on voit bien la différence, souvent c'est mis en avant, la différence entre des petits seigneurs, des petits nobles qui vivent en province dans des maisons qui ne sont pas forcément très grandes et qui vont ne pas être très fortunés, ne pas être très sociables, ne pas, voilà. Et de l'autre côté, à l'extrême inverse du spectre, vous allez avoir ces grands nobles ou ces petits nobles, mais qui sont très sociables, vont être à la cour du roi ou à la cour de leur seigneur, vont réussir à acquérir du prestige et du pouvoir, justement, soit en intriguant, soit par la guerre, etc. Et ça, c'est quelque chose qui est bien mis en avant, qui existait déjà au Moyen-Âge, et qui au Moyen-Âge, c'est une thématique qui est très peu abordée. Or là, on le voit très bien, parce que Carouge est justement un seigneur qui est assez peu fortuné. Son mariage est considéré comme étant une mésalliance, puisque le père de Marguerite de Thibouville s'était allié aux Anglais peu avant. Donc voilà, il a pu se marier avec Marguerite de Thibouville pour un peu remonter le nom de Thibouville, mais considéré quand même comme une mésalliance. Lui qui était un fervent défenseur du roi de France et qui s'est beaucoup battu pour lui. Et donc ce Carouge est peu fortuné, fait beaucoup la guerre, n'est pas très sociable, n'est pas très avenant, paraît-il. Bref, non pas le personnage le plus sociable qui soit. Voilà. Jacques le Gris est complètement l'inverse. Il s'est, lui, également beaucoup battu pour le roi. Il s'est couvert de gloire dans les campagnes du roi de France. Mais il est très proche de Pierre d'Alençon, son seigneur. Il est très aimé par les femmes, dit-on. Il a les mœurs légères. Il est en permanence à la cour de Pierre d'Alençon, ce qui lui permet de gravir les échelons et d'avoir de plus en plus de responsabilités. C'est ça d'ailleurs qui va créer l'inimité entre les deux hommes, alors qu'à l'origine, ils sont plutôt compagnons d'armes. Je fais ça tout le temps, c'est pas parce que je trouve que je suis beau, mais c'est parce qu'il y a des moustiques qui du coup ils viennent là. Donc voilà, donc cette thématique-là qui est abordée des des seigneurs qui ont cette stature sociale et de ces seigneurs qui ne l'ont pas du tout, et vraiment cette différence de vie entre les deux, je la trouve assez passionnante parce qu'on la voit pas assez souvent. L'histoire du dernier duel, on parle du duel Carouge-Le Gris comme étant le dernier duel parce qu'il a été défini comme ça. En réalité, ce n'est pas le dernier duel judiciaire. Les duels judiciaires de ce type, sous le regard de Dieu, etc., ils vont avoir lieu à peu près jusqu'au XVIe siècle. De plus en plus rare, effectivement. Mais le dernier, je crois qu'il a lieu au XVIe siècle. Et il va être... c'est des duels qui sont spécifiques parce que, comme je disais, ils se font sous le regard de Dieu. Généralement... En plus de ça, ils sont assez retentissants parce que c'est assez rare, puis des combats à mort. Ils vont être remplacés par le duel d'honneur, qu'on voit beaucoup plus, là encore, dans les films de Cap et d'épée, où pour laver son honneur ou pour des raisons juridiques, on va décider que deux personnes vont se battre à l'épée, au sabre, au pistolet, ce que vous voulez, soit jusqu'au premier sang, soit jusqu'à la mort. Et alors, il se trouve que c'est un sujet que je connais un peu parce que ma famille, mon arrière-arrière-grand-père, était un spécialiste de la question, a écrit des livres sur la question, notamment sur l'aspect juridique en fait. Comment ça se passe si vous tuez votre adversaire dans un contexte qui est autorisé par la loi, des choses comme ça. Et les armes autorisées, comment ça se passe, les avocats, les trucs, les machins. Et le dernier duel d'honneur, entre guillemets, dernier duel d'honneur en France, il va avoir lieu au XXe siècle, je crois, avec le maire de Marseille et je ne sais plus qui. Bref, dans ces eaux-là. Début XXe, il me semble, à confirmer. Mais bref, le dernier duel, du coup, montre un petit peu ce duel judiciaire. Et ce qui est intéressant, pourquoi est-ce qu'on appelle ça le dernier duel? C'est parce qu'en fait, c'est le dernier qui va avoir un retentissement aussi fort. C'est ce qu'on appelle une affaire judiciaire. Les affaires judiciaires en France, il y en a régulièrement et ça passionne l'opinion publique. Il y en a une, la plus connue, dont je ne me souviens plus et c'est assez honteux, qui est extrêmement célèbre. Alors, on va faire un jeu, je vais vous la décrire et dans les commentaires, vous allez me mettre de quelle affaire je vous parle, vous allez voir. Je pense que vous allez trouver très rapidement, même si vous tapez sur Google, vous la trouverez, mais là, Google en forêt, c'est pas tellement l'ambiance. On parle d'une affaire judiciaire qui a lieu plutôt à des périodes assez récentes, 19e siècle. Vous avez un capitaine de l'armée française, notoirement juif, ce qui va lui poser des problèmes, qui est à un moment suspecté, accusé et considéré comme étant un traître à la nation pour avoir été un espion à la solde des Allemands. Donc il est
plus que rétrogradé, on lui arrache ses galons, on lui casse son sabre en public, et il est emprisonné, et c'est une affaire terrible, terrible. La France se passionne pour cette affaire, les journaux s'en emparent, les politiques s'en emparent, les auteurs s'en emparent également, et vous allez avoir vraiment le camp de ceux qui considèrent que cet homme est coupable et de ceux qui considèrent qu'il est innocent et qu'il n'y a pas de preuves, et que l'affaire a été, entre guillemets, montée de toutes pièces, et avec un antisémitisme latent, puisque à cette époque-là, l'antisémitisme est encore très très fort. Je l'ai dit, les événements récents qui m'ont fait comprendre que c'était encore le cas aujourd'hui, mais à l'époque c'était beaucoup plus accepté, c'était normal presque d'être antisémite. Et donc du coup, antisémitisme latent, terrible, et donc on considère qu'il a été, notamment, mais pas uniquement, il a été accusé à tort parce que juif. Et voilà, c'est la grande affaire judiciaire française, la plus connue. Évidemment, je ne me souviens plus du nom et c'est terrible. Donc n'hésitez pas, mettez-moi dans les commentaires si vous voyez de quoi je parle, ce capitaine de l'armée française juive qui a été accusé à tort le pire c'est que d'avoir du coup aidé les Allemands. Je vois très bien les coupures de presse, je vois l'image du sabre qui est cassé, je vois le film qui est sorti il n'y a pas si longtemps avec Jean Dujardin, je vois tout de cette affaire, mais je ne me souviens absolument plus du nom de l'affaire elle-même. Bref, mettez-le moi en commentaire. Donc voilà, les affaires judiciaires comme ça passionnent la France. Je regarde l'heure parce que je ne veux pas que ça dure trop longtemps. Les affaires judiciaires comme ça passionnent la France, il y en a plein. Le dernier duel, c'est le dernier grand duel judiciaire qui va justement passionner la France parce que à la fin, quelques années après, le fait que Dieu ait tranché, machin et tout, eh bien, il y a des nouvelles preuves qui arrivent, des nouveaux témoignages, et on se rend compte que finalement, eh bien, Jacques Legris n'était peut-être pas si coupable que ça, et donc ça va déchaîner l'opinion publique. Alors même si le film ne tient pas du tout compte de ce doute qu'il y a pu y avoir, en tout cas, il met en scène ce fameux dernier duel de manière pas inintéressante. Il y a des thèmes qui sont plutôt bons, et qui sont bien exploités, d'autres thèmes qui sont plutôt bons mais très mal exploités, et de manière générale pour tout ce qui est costumes, armes, armures, images, décors et tout, là encore, ça part de bonnes choses, ça part de bons sentiments si je puis dire, mais au final très mal exploité. Et c'est un peu agaçant parce que Ridley Scott, c'est un réalisateur de cœur, vous le savez. Je vous ai parlé de Gladiator, je vous ai parlé c'est le réalisateur dont j'ai le plus parlé sur la chaîne. On a parlé de Robin des Bois, que je déteste, certes, mais on a parlé de Kingdom of Heaven, qui est mon film médiéval préféré. On a parlé de Gladiator, qui est quand même incroyable. Mais on pourrait parler aussi plus récemment de La Chute du Faucon Noir. Les amateurs de SF vont se rappeler d'Alien ou de Blade Runner. Enfin, c'est un monstre du cinéma à grand spectacle de ces dernières décennies. Et c'est vrai que même si je me fais plus d'illusions, parce que Exodus, autre film de Ridley Scott, qui raconte l'histoire de l'exode de Moïse, etc., n'était pas terrible, et pareil, pétri de bonnes idées, mais n'allait nulle part. Et à chaque fois que je vais voir un film de Ridley Scott, j'ai toujours une part de... Alors peut-être il s'est retrouvé. Mais c'est vrai que depuis la mort de son frère, depuis la mort de son frère, la créativité et la qualité... Enfin, pas la qualité, mais la créativité de Ridley Scott et ce qu'il raconte, la manière dont il raconte, ça a beaucoup changé. Et ce n'est plus du tout, on ne retrouve plus le Ridley Scott d'avant. Il y a le avant et le après. Ça pose beaucoup de questions sur la créativité, on en reparlera peut-être un autre jour, et sur la limite à la créativité, à ce que veulent faire les gens, comment cette créativité évolue, comment est-ce que du coup cette créativité va avoir un impact sur un sujet comme l'histoire, qui est important. En l'occurrence, le dernier duel, j'avoue que voilà, c'est un film qui au final me laisse indifférent, mais il me laisse indifférent par chance, ce qui n'est pas le cas de Robin des Bois. Pourquoi ? Parce que, d'une certaine manière, il ne trahit pas vraiment la période. Et c'est ça que je vous rappelle souvent dans la réserve, c'est le plus important, ce sont les films qui ne trahissent pas la période, qui ne vont pas être des caricatures grossières. Et là, c'est pas terrible, il y a des trucs qui vont pas, il y a beaucoup de bonnes intentions qui mènent nulle part. C'est brouillon, il y a beaucoup de longueur et parfois on s'ennuie un peu, mais ça ne trahit pas la période, si ce n'est le côté un peu filtre bleu et désaturé, mais ma foi, on a vu déjà bien pire sur cette chaîne comme ailleurs et j'ai envie de vous dire que ça va. Tout ça pour vous dire quoi ? Allez voir le film si vous avez envie de le voir, il sort le 13 octobre. N'y allez pas si ça vous a découragé, n'y allez pas si vous pensez voir du grand Ridley Scott, parce que vous ne verrez pas du grand Ridley Scott. Mais allez-y si vous voulez voir un truc, si vous voulez vous faire votre propre idée. Cette histoire du film qui est raconté de 3 points de vue différents, c'est pas inintéressant, ça mérite aussi qu'on s'y attarde peut-être un peu, mais ne vous attendez pas à un grand film. Voilà. Le film sort le 13 octobre, je vous laisse vous faire votre idée.
J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo un petit peu au coucher de soleil, dans la forêt, comme ça, c'est mon nouveau décor finalement. Voilà. Les décors sont en reconstruction, ça va prendre beaucoup de temps, il y a beaucoup d'investissements de ma part qui vont devoir être faits. C'est la vie, parfois il y a des petits accidents comme ça, ce n'est pas grave. En attendant, vous voyez que j'ai toujours ma caméra, donc je pourrai toujours filmer. On se retrouve très rapidement, n'oubliez pas que l'histoire est vivante, tout ça comme d'habitude. Mettez-moi des commentaires, partagez la vidéo, likez-la, c'est hyper important pour le référencement et en ce moment j'en ai bien besoin. Donc vraiment, n'hésitez pas. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau live aussi, on en reparlera parce que j'en parle peu sur la chaîne YouTube des lives. Voilà, et surtout mettez-moi ce nom d'affaire que j'ai oublié là dans l'affaire judiciaire, que j'ai oublié en commentaire, mettez-le moi, parce que du coup ça m'agace, et voilà. Évidemment, comme je ne vais pas faire de montage parce que je n'ai plus de PC pour en faire, je vais juste me contenter très sobrement de partir de l'image et de vous laisser apprécier le son ambiant de la forêt en espérant que vous l'entendez. Ou alors je peux siffloter un truc. Mais voilà, merci à tous et à toutes d'avoir été là. On se retrouve très rapidement. N'oubliez pas que l'histoire est vivante. Allez, salut. Ya. Bonjour. Nous nous trouvons actuellement dans la forêt. Ici, les arbres grandissent, les arbres s'épanouissent et nous allons tous remercier ce très beau marronnier devant lequel j'ai pu faire cette vidéo. Merci à toi marronnier. En plus de ça, nous sommes en automne, c'est donc ta période, la période où tu offres tes fruits au monde. Merci marronnier. Grâce à toi, nous avons pu tourner cette très belle vidéo. Merci, à bientôt. Tu es un petit peu notre histoire vivante à nous.